Oui, bonjour à tous. On va rapidement passer la diapositive suivante avec les liens d'intérêt, évidemment, pour aller directement à notre propos, qui est les stabilisateurs. Donc, comme vous le savez, la dégradation des tétramères en monomère et l'apanage de cette maladie, sur lesquels plusieurs axes thérapeutiques peuvent être réalisés, les traitements silencieurs, les stabilisateurs, et puis les traitements qui vont essayer de résorber l'amylose. On va avancer la diapositive suivante. Thibaut, merci encore. Voilà. Donc, il y a deux agents qui vont nous intéresser, à nouveau le clic suivant, qui sont le tafamidis et la coramidis. Merci. Et, et donc, au préalable, je vais faire un petit rappel du travail qui a été fait avec le tafamidis. L'étude date déjà maintenant de 2018. Merci. Avec l'étude Attract qui était très intéressante dès les 30 mois sur la mortalité toute cause, avec une réduction de 30%, merci, avec une amélioration de la qualité des tests de marche de 6 minutes et de la qualité de vie. Diapositive suivante. Lorsque cette étude avait été réévaluée à 58 mois, avec une étude d'extension permettant d'intégrer les patients sous placebo qui étaient basculés sous tafamidis, le bénéfice initial finalement se maintient et se creuse avec là aussi une réduction de plus de 30% de la mortalité par rapport au groupe, y compris ceux qui ont été traités par la suite par tafamidis, alors qu'ils étaient en placebo. Diapositive suivante. Cela conduit à des recommandations. Ces recommandations sont celles de l'ESC en 2021, qui se réserve pour les amyloses, qu'elles soient héréditaires ou transféritiles, pour les classes 1 et 2 de la NYHA, alors que les Américains, en 2022, les ont élargi jusqu'aux classes 3, merci. Avec un consensus d'experts de la CC en 2023 qui confortait ces positions. Diapositive suivante. L'étude suivante, c'est celle avec l'acoramidis, notre stabilisateur de la transthyrétine, qui s'appelle l'acoramidis et qui a démontré une réduction de la mortalité toute cause et de l'hospitalisation cardiovasculaire d'une ampleur de 36% chez les patients qui, de surcroît, étaient pour 17,5% d'entre eux déjà traités par tafamidis, avec une petite hétérogénéité de population, puisque le groupe acoramidis était traité par dans 14,9% et le groupe placebo dans 22,8%. Ce bénéfice sur le critère combiné est également associé à une baisse des valeurs des biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque, une amélioration du test de marche de 6 minutes et une prévention de la dégradation des critères de qualité de vie. L'étude a été retraitée en début d'année par Gilmore, publiée dans New England, avec une étude plus spécifique sur la mortalité, qui montre une réduction de 25% de cette mortalité, avec une séparation des courbes qui est significative à partir du 19e mois de l'étude. Diapositive suivante. Pardon. On va revenir juste sur l'item précédent pour dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de montrer qu'à 30 mois, on a un taux de survie des patients qui est de 81% sur la globalité de l'étude dans le groupe traité par acoramidis. Et si on le rapproche d'une population à parier du même âge et non porteur d'une amylose, on serait à peu près à 85% de survie. Donc c'est très intéressant de savoir qu'on est assez proche de la survie d'une population réelle. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de neuf en plus depuis? Suivante. Une petite méta-analyse brésilienne, elle est peut-être certes anecdotique, mais intéressante, avec 3324 patients. On retrouve les 2 essais randomisés connus et 12 enquêtes observationnelles. Il y a des suivis de 7 à 36 mois. Et globalement, ça montre une baisse de mortalité de 68% et une baisse des hospitalisations cardiovasculaires de 33%. Un critère un petit peu curieux sur une baisse de 54% du critère d'essai transplantation assistance cardiaque. Diapositive suivante. Il y a aussi sur l'année 2024 quelques polémiques sur l'âge. Je vous ai montré ici un petit travail
de suivi prospectif de suivi prospectif réalisé par l'équipe belge de Bruges. C'est une étude multicentrique qui a suivi 710 patients en opposant d'un côté des patients octogénaires et des non octogénaires. On s'aperçoit que globalement, les octogénaires sont quand même moins traités en cas d'amylose que les non octogénaires et qu'il y a un taux d'arrêt des traitements qui est plus important. Et quand on va un petit peu plus loin dans les tranches d'âge, à plus de 90 ans, il n'y en a que 40% qui sont traités. Et en réalité, petit clic suivant, on s'aperçoit, et le suivant encore, que dans ce registre-là, les plus âgés n'en tirent pas forcément profit. Clic suivant, avec une conclusion sur la futilité du traitement pour les plus de 90 ans et les plus graves sur le plan symptomatologie. Diapositive suivante. Mais ces données sont démenties par le travail de Garcia Pavia, qui au moins sur les critères de qualité de vie montre que pour les moins de 80 ans, comme pour les plus de 80 ans, il y a un bénéfice à traiter avec du tafamidis par rapport au groupe placebo. Diapositive suivante. Je t'ai piqué cette diapositive, Thibaut, pour montrer en termes de médiane de survie chez les patients octogénaires. Eh bien, chez les moins de 80 ans, l'espérance de vie traitée est en moyenne de 80 ans. Petit clic suivant pour dire que lorsqu'on est dans le groupe placebo chez les moins de 80 ans, c'est 41 mois. Et là, on regarde les plus de 80 ans, dont la significativité n'est pas très claire, on a quand même une médiane de survie de 45 mois dans le groupe traité contre 27 mois dans le groupe non traité. Merci, suivante. Alors, on en vient maintenant à l'extension de l'étude Attribute avec l'acoramidis qui a été présentée à l'AHA 2024. C'est une étude donc où tous les patients à partir du 30e mois sont traités par l'acoramidis 800 mg matin et soir. Diapositive suivante, avec les critères de sens de sécurité et sur les critères de survie. Le premier de ces critères-là, la critère de survie, est extrêmement positif, puisque à partir du 30e mois, donc les deux groupes ont été traités. Le bénéfice initial se maintient dans le groupe qui était initialement traité par acoramidis. Il y a un petit décrochage par rapport à une extrapolation de groupe placebo, mais on voit que dans ce qui est perdu, qu'on ne le rattrapera pas. Et on a un taux de réduction de mortalité qui est très significativement abaissé. Diapositive suivante. Cela se retrouve également sur donc la totalité de la mortalité, on l'a dit, sur le critère première hospitalisation cardiovasculaire, et cela, ça apparaît très tôt sur la courbe, et sur le critère mortalité et première hospitalisation cardiovasculaire. Diapositive suivante. Lorsqu'on prend un critère combiné mortalité toute cause et récurrence des hospitalisations cardiovasculaires à 42 mois, eh bien, on s'aperçoit qu'en critère intermédiaire, déjà à 36 mois, on a une réduction de 46% de ce critère-là, et à 42 mois, il continue à croître avec une réduction de 48%. Diapositive suivante. Deuxième petite étude présentée à l'AHA, une étude de l'impact de ces hospitalisations sur la mortalité cardiovasculaire. Diapositive suivante. On s'aperçoit que le groupe qui n'a jamais fait d'hospitalisation cardiovasculaire a un taux de survie qui est très important, de proche de 87%, alors que le groupe à 30 mois qui a eu une hospitalisation cardiovasculaire présente un taux de survie qui n'est que de 62%. Et cette différence est extrêmement significative. Diapositive suivante. On retiendra donc concernant l'acoramidis, que ce stabilisateur qui est puissant, puisqu'il permet de stabiliser plus de 80% du tétramère de la transthyrétine, permet une survie à 30 mois de plus de 80% des patients. Il y a un bénéfice rapide dès les 3 premiers mois, que ce bénéfice s'accroît avec le temps, avec une réduction de la mortalité à 42 mois qui est très significative, qui a une réduction du risque de première hospitalisation pour cardiovasculaire qui est également extrêmement significatif, et que lorsqu'on regarde le critère première hospitalisation pour cause cardiovasculaire et mortalité de toute cause, il est également très significatif. Et par ailleurs, les critères d'amélioration de qualité de vie et les biomarqueurs sont également très améliorés. À la diapositive suivante. Alors, pour en finir avec les données récentes, qui sont toutes fraîches, moins d'un mois, à propos de l'acoramidis, qui est un traitement qui, à ce jour, ne dispose pas d'AMM
et dont le nom pourrait être Biontra. Le 4 jours après la présentation à l'AHA, la FDA donnait une approbation de l'acoramidis dans le traitement de l'amylose cardiaque. Et hier, c'est vraiment tout frais, en prélude à l'EMA, le comité des médicaments à usage humain donnait un avis positif à l'EMA pour l'indication du traitement de l'amylose avec variant sauvage chez l'adulte atteint d'amylose. Voilà. Je vous remercie. Et une petite image avec les salutations de la France. Merci beaucoup. Très enthousiasmant de voir toute cette évolution-là et ça suscitera beaucoup de questions, je pense, après. Donc, on va grouper les questions après le prochain topo d'Antoine qui va prolonger la discussion sur les grands essais thérapeutiques récents et à venir. Antoine Jobé-Duval de Lyon. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Donc, on va effectivement parler des derniers grands essais et surtout un petit peu de l'avenir qui est très enthousiasmant. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Euh, on- Patrick vous l'a montré, mais effectivement, la physiopathologie de l'amylose, il vient de l'amylose cardiaque transthyrétine, vient du foie avec un ARN messager. Ça donne l'homotétramère de transthyrétine qui se dissocie et se dépose. On va avoir au niveau on va avoir plusieurs cibles. Du coup, on a parlé des stabilisateurs qui empêchent les nouveaux dépôts. Moi, je vais vous parler de l'étape juste d'avant, qui est au niveau du foie avec l'ARN messager et de la classe qu'on appelle les silencers. L'idée dans les silencers, c'est d'empêcher finalement la production de cette protéine en ayant une action directement sur l'ARN messager de la transthyrétine. Et donc, ça existe déjà dans l'amylose cardiaque transthyrétine neurologique héréditaire avec du coup le patisiran et maintenant le vutrisiran, donc avec une diminution drastique de la transthyrétine circulante après l'injection de ces médicaments. Donc, c'est bien développé dans la neuro et maintenant, ça arrive sur la cardiologie. Donc, on va en parler. Donc, la première étude qui a été faite au niveau cardiologique avec ce médicament finalement de première génération qui était le patisiran a été menée au début des années 2020, publié en 2023 avec un patisiran versus placebo chez des patients qui étaient atteints d'une amylose cardiaque à transthyrétine wild type ou mutés, symptomatiques. Petite étude, 300 malades avec une durée de 1 an et on mettait en 1 pour 1, soit du patisiran, une injection toutes les 3 semaines, soit un placebo. Et puis au bout d'1 an, tout le monde était passé sous patisiran. L'étude est avant tout fonctionnelle puisque le critère principal était le TM6, donc le test de marche à 6 minutes. L'étude est positive puisque ce qu'il montre, c'est que les patients en bleu avec du patisiran ont un test de marche qui reste stable dans le temps, qui évolue peu, alors que les patients sous placebo vont avoir une dégradation de leur test de marche de façon significative. Et puis, une fois qu'on passe tout le monde sous patisiran, les patients sous placebo se stabilisent, mais on ne récupère pas ce qu'on a perdu. Et c'est un peu, pour l'instant, en tout cas, dans les médicaments disponibles, c'est un peu la philosophie de l'amylose, c'est que nos médicaments stabilisent nos malades, mais ne les améliorent pas. Un autre élément qui avait été testé, c'était les critères de qualité de vie. Un peu la même chose, les patients mis sous patisiran ont une qualité de vie qui est stable, alors que ceux qui ont du placebo ont une qualité de vie qui se dégrade. Il y avait également, et c'est important pour nous, cardiologues, une étude exploratoire sur le NT-proBNP et on voyait à peu près la même chose. Les patients sous patisiran ont un NT-proBNP qui ne bouge pas beaucoup, alors que les patients sous placebo ont un NT-proBNP qui va augmenter de façon très significative. L'étude était très fonctionnelle, donc au niveau des critères cliniques, et elle n'était pas designée pour ça, mais ça a quand même été exploré, les critères cliniques forts qui étaient la mortalité ou l'hospitalisation cardiovasculaire, on n'a pas de différence significative entre les deux groupes, d'autant qu'on était sur une durée d'étude assez courte, 1 an, et on sait que les stabilisateurs, pour l'instant, ne montrent des effets qu'à partir de à peu près 18 mois, surtout sur la mortalité, donc c'était pas très étonnant. Donc, pas d'effet sur la mortalité cardiovasculaire ou les hospitalisations. Cependant, on a pu avoir en France, et il me semble qu'on est le seul pays au monde à avoir accès à cette molécule dans cette indication, c'est une prescription compassionnelle
de patisiran chez les patients qui vont progresser sous tafamidis. Donc, ça a été comment on évalue finalement la progression d'un traitement, enfin d'un patient sous tafamidis. Ça a été théorisé en 2021 par un consensus d'experts qui considère qu'un patient qui progresse sous traitement, c'est un patient qui devient symptomatique ou qui se dégrade au niveau clinique avec des hospitalisations, une dyspnée qui augmente, qui a une augmentation de ses marqueurs biologiques, le NT-proBNP ou la troponine, et qui a également une dégradation de ses données d'imagerie avec la fraction d'éjection en particulier et le strain. Et si on a un élément dans chaque case, on peut considérer que le patient est progressant sous tafamidis, qu'il n'est pas stabilisé par le traitement. Ce qui fait qu'on va pouvoir discuter de la mise sous patisiran en plus du tafamidis, et ça sera un RCP national qui va valider ou pas cette indication. Alors, en pratique, comment faire pour adresser un patient RCP national? Le plus simple, c'est probablement de flasher ce QR code en haut à droite qui vous adressera sur le site du réseau Amylose avec tous les centres experts près de chez vous. Il y en a plus d'une quarantaine qui, eux, ont l'habitude de pouvoir discuter avec la RCP nationale pour valider ou pas la prise en charge de ce patient avec cette nouvelle classe thérapeutique. À date, on a un peu plus de 10 patients qui ont été validés, sachant que ça fait moins de 6 mois qu'on a accès à la molécule. Voilà, donc effectivement, vous voyez, il y en a partout en France des centres experts, sauf en Corse, mais vous avez forcément un centre expert près de chez vous, donc n'hésitez pas à aller visiter le site. Et en pratique, le patisiran sera injecté une fois tous les 21 jours en intraveineux. Les 3 premières injections se font obligatoirement à l'hôpital. Il y a une prémédication, il peut y avoir un petit risque allergique, donc ça fait forcément à l'hôpital. Et puis, si tout se passe bien, après, le patient peut être injecté à domicile. Donc ça, c'est la première finalement génération de silencer qui est disponible. Une deuxième génération est maintenant a montré la preuve de son efficacité en neurologie, mais très récemment en 2024 en cardiologie. Donc c'est le vutrisiran avec l'étude Helios-B et qui s'injecte de façon plus simple en intramusculaire tous les 3 mois. Pourquoi c'est nouveau, et pourquoi tous les 3 mois en IM, c'est qu'on va avoir une nouvelle protéine, le GalNAc, qui permet une meilleure stabilité de l'ARN interférent dans le sang, et donc un relargage permanent pendant 3 mois de la molécule, donc avec une utilisation beaucoup plus simple qu'une injection IV toutes les 3 semaines. Donc là, l'étude Helios-B, c'était donc vutrisiran versus placebo, avec donc 1 pour 1, un patient traité pour un placebo. Là, c'était des critères beaucoup plus durs, donc beaucoup plus intéressants pour nous d'un point de vue scientifique, avec un critère combiné sur la mortalité ou l'hospitalisation, et avec 3 ans de suivi. Donc l'étude a inclus plus de 650 malades, des caractéristiques un peu standards, avec 77 ans d'âge médian, beaucoup d'hommes, des NYHA2 en prédominance et des NT-proBNP à 2000. C'est clairement maintenant les critères qu'on voit pour les patients inclus dans les études pour la cardiologie, enfin pour l'amylose cardiaque. Les résultats tout de suite, c'est que l'étude est positive. Quand on regarde les événements cardiovasculaires ou la mortalité, donc il y a effectivement une différence significative avec une diminution de quasiment 30% des événements. Et quand on regarde juste le décès, on a également une étude positive avec une diminution de 35% de la mortalité à 42 mois avec un P très significatif. Donc, on va avoir très prochainement des autorisations de mise sur le marché, en tout cas probablement une disponibilité courant 2026. Donc là, on était vraiment à la base de la physiopathologie de l'amylose. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux produits finis, un petit peu aux conséquences de toute cette chaîne avec les thérapies anti-fibrilles amyloïdes, où on va aller casser finalement. Le but est d'aller nettoyer les organes de toutes ces fibrilles. Donc, pareil, des données extrêmement encourageantes avec une première étude publiée en 2023 sur un anticorps anti-TTR. Donc, c'était 40 patients porteurs d'amylose. Là, c'était une phase 1, donc c'était vraiment des tests de dose, de safety. Et on a quand même quelques premiers résultats. Donc, c'est un anticorps recombinant qui va aller se fixer sur ces dépôts de TTR et entraîner la phagocytose, puisque ces dépôts ne sont pas immunogènes. Ils ne déclenchent pas un dépôt de TTR dans les organes, ne déclenchent pas de réponse immunitaire.
ce qui fait qu'il n'y a aucune protection naturelle contre ces dépôts. Et donc là, on active le processus immunitaire contre ces dépôts grâce à des anticorps recombinants anti-TTR. Les résultats sont extrêmement encourageants. Quand on regarde la scintigraphie osseuse, de façon très visuelle, on voit que les patients nettoient leur scintigraphie osseuse. Quand on regarde de façon un peu plus, par les courbes, on voit une diminution franche avec l'exposition au NI006, une diminution franche de ce traceur. Quand on va sur l'IRM, qui est une imagerie un peu plus fine que la scintigraphie, on voit exactement la même chose avec le volume extracellulaire qui diminue franchement avec l'exposition à l'anticorps. Et puis, d'un point de vue fonctionnel, parce que là, c'est que de l'imagerie, donc on pourrait s'attendre à plus, mais de façon fonctionnelle, quand on regarde le niveau de NT-proBNP avec l'exposition, on voit qu'il diminue très franchement. On est à moins 50% de niveau de NT-proBNP pour ceux qui ont eu la plus grosse exposition en moyenne. C'est une vraie révolution puisque je vous rappelle que le niveau de NT-proBNP, ici sous tafamidis, au mieux, il se stabilise un peu. Et sous acoramidis, pareil, il reste stable alors que les placebos montent. Donc, pour l'instant, on n'a aucune thérapeutique qui permet de diminuer ce niveau de NT-proBNP et qui va, quand même, on le verra avec les études qui sont en cours, très probablement avec une amélioration du patient. En tout cas, on s'attend à ça. Pour l'instant, on n'a pas d'études, on n'a pas de résultats, en tout cas, sur les échographies, mais les études sont en cours et donc on aura des données dans les prochaines années. Donc, là, je vous ai montré les résultats pour le NI006 qui est en cours d'inclusion pour son essai de phase 3 avec près de 1000 malades en France, en France, non, dans le monde, pardon. Mais on peut inclure en France et donc où on injecte ce traitement. Il y a un autre traitement qui va commencer son étude de phase 3 en 2025 de chez Novo Nordisk. Donc, un vrai enthousiasme auprès de ces nouvelles thérapeutiques anti-dépôt qui, pour le coup, vont vraiment améliorer le malade. En tout cas, on l'espère. On la possibilité d'améliorer nos malades, là où les traitements actuels sont là juste pour les stabiliser. Donc, mes take-home sont les suivants. Donc, on a les traitements innovants dans l'amylose cardiaque avec une explosion finalement des thérapeutiques. Je ne vous ai pas parlé de l'eplontersen qui est également un autre silencer. On a une technologie aussi CRISPR-Cas9 pour du remodelage ADN pour entraîner pareil un silencing de TTR. Donc, on a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Donc, très enthousiasmant. Donc, on va pouvoir limiter l'évolution. On le fait déjà avec le tafamidis, mais on a d'autres molécules qui arrivent pour également limiter cette évolution. On voit améliorer les patients et ça, c'est vraiment la révolution dans cette maladie. La recherche est extrêmement active et donc, il ne faut pas hésiter à référer vos patients dans les centres experts, surtout s'ils sont jeunes, surtout si vous voyez qu'ils progressent ou que vous êtes en difficulté avec des symptômes difficiles à contrôler. Donc, je vous remets le QR code qui vous envoie sur le site Réseau Amylose. Ne surtout pas hésiter et même discuter avec vos correspondants experts dans vos régions d'un dossier. Bien sûr, ils sont là pour ça. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine. Là aussi, vraiment, un panorama tout à fait magistral sur tout ce qui est en cours, là, et on voit que ça progresse énormément. Donc, on va être confronté finalement à beaucoup d'opportunités, d'alternatives, et ça va presque être difficile de choisir quelle est la meilleure option. Mais bon, on est dans une situation très, très, très favorable. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, hein, s'il y en a. Peut-être une question alors qui peut s'adresser à tous les deux, c'est est-ce qu'on peut identifier des sous-groupes de patients qui sont les plus répondeurs ou pour lesquels vraiment il y a un bénéfice qui est plus important? Alors, pour les stabilisateurs, on a un petit peu dit plutôt les moins de 90 ans semblent bénéficier plus. Diagnostiquer tôt, parce que quand ils sont très, très évolués, on a l'impression qu'il y a peut-être beaucoup moins d'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur vraiment le sous-groupe? Il ne faut pas louper le fait de leur proposer cette prise en charge. Moi, je dirais que sur les présentations précédentes nous a appris à affiner notre diagnostic, et plus le diagnostic sera précoce, plus ça nous permettra d'avoir de bons répondeurs.
Et donc, les red flags qui ont été évoqués sont vraiment, à mon avis, ce qui va nous permettre d'amener le plus les patients vers les stades précoces de la maladie. Et ces traitements précoces-là devraient préserver le patient bien plus longtemps. On le voit avec des espérances de vie qui sont très proches des appareillés sans amylose. Et question difficile entre tafamidis et acoramidis, là aussi, est-ce qu'il y a des répondeurs peut-être qui bénéficient plus de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on a une idée un petit peu préliminaire du positionnement de ces deux stabilisateurs dans le... Je pense que la différence entre les deux, c'est qu'il y a 6 ans d'études, enfin 5-6 ans d'écart d'études, ce qui rend l'interprétation un petit peu difficile à la comparaison. Il y a une différence, on va dire, technologique entre les deux sur la stabilité des ponts, mais c'est peut-être finalement, je pense que l'acoramidis est probablement plus moderne dans son approche thérapeutique et donc effectivement bien plus stable dans le temps. Et je dis bien dans le temps puisque finalement c'est pas tant sur la prématurité des résultats, même si les courbes divergent précocement sur le critère principal. Elles divergent surtout sur sur les critères d'hospitalisation plus que sur la mortalité. La mortalité, c'est une divergence qui est bien plus tardive. Mais je pense que les comparaisons, finalement, je serais assez provocateur, elles se feraient peut-être plus entre les stabilisateurs et les non stabilisateurs. En termes de puissance, d'efficacité, par exemple, si on s'amuse à regarder, par exemple, le CRISPR-Cas9 qui montre qu'on effondre de 90% la production de transthyrétine, à l'inverse, là ici, avec les stabilisateurs, et notamment le dernier, acoramidis, on stabilise à plus de 90% une transthyrétine tétramérique normale. Voilà, c'est là que je fais des petites comparaisons. Oui, c'est deux effets totalement opposés. Et là, on va plutôt même augmenter la transthyrétine, C'est ça. l'autre, on la supprime. Donc, on voit bien l'intérêt de là, éventuellement, et d'imaginer la combinaison. C'était une des questions. Est-ce qu'il y a un intérêt de combiner justement stabilisateur et siRNA, je sais pas, Antoine ou Patrick, à terme, quand on aura, parce que là, on a déjà le patisiran, mais Ouais. on imagine que vétrisiran va arriver aussi avec l'acoramidis, hein, même si on les a pas encore. La combinaison, alors il y a vraiment deux écoles, hein, même dans nos discussions entre une école qui dit ça sert à rien d'aller stabiliser ce qui n'existe plus, puisqu'on a effondré le taux de TTR dans le sang, et une autre école qui dit que ben, il faut être maximaliste et il en reste toujours quand même un peu, on dit 10 à 20% de TTR circulant après un dépléteur, et donc il faut maximiser. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas d'éléments qui nous permet de dire que le combo est mieux qu'une monothérapie. Il y a quelques éléments dans l'étude Helios-B, puisque les patients pouvaient aussi avoir du tafamidis. Donc, on va avoir une petite sous-population qui a eu les deux traitements. Il n'y a pas eu pour l'instant d'analyse publiée très claire sur l'effet du combo par rapport à la monothérapie, mais bien entendu que la question se pose et qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse de dire le combo est mieux que la monothérapie. Là, aujourd'hui, dans notre pratique, c'est vraiment le combo, on le fait chez des patients qui ont une progression sous traitement et donc qui échappent finalement au traitement. Et donc, ça reste une toute petite population, mais parce qu'il faudra aussi considérer le prix, finalement aussi. Le coût de cette bithérapie va être très élevé. Donc, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'à un moment, on va pas avoir un stop en fait de l'assurance maladie sur voilà. Et c'est aussi pour ça que ça passe en RCP national pour être certain que ce soit quand même dans un cadre extrêmement bien mis. Donc on n'a pas encore de données. Ça va arriver effectivement. Helios-B va nous montrer. Et Plantersen a une étude qui est beaucoup plus grosse que les autres avec 1400 patients. Il y aura des patients sous tafamidis et sous Eplon ou placebo. Donc là, effectivement, on va commencer à avoir des informations un peu plus tangibles, un peu plus argumentées sur l'effet de la bithérapie dans cette. Moi, j'ai plus confiance en les dépléteurs où vraiment on a une franche amélioration, en tout cas des marqueurs pour l'instant qu'on a à disposition, la scintigraphie, l'IRM, le NT-proBNP, plutôt que sur une bithérapie, mais il faut les donner et on les aura dans les prochaines années.
Alors, une autre question dans le chat, c'est comment vous voyez la place du cardiologue de ville dans la prescription du Tafamidis? C'est dans le suivi? Est-ce que c'est le cardiologue de ville? Et comment ça doit s'organiser avec les centres experts? Comment vous voyez l'avenir? Parce que l'avenir, on a bien compris, allait être aussi encore plus complexe avec éventuellement toutes ces molécules. Mais comment vous voyez la suite, là? De manière pratique et pragmatique pour les cardiologues qui nous écoutent? Je vais commencer, mais le cardiologue de ville maintenant, c'était pas le cas au tout début de l'histoire de l'amylose, mais maintenant, dans l'immense majorité des villes de France, le cardiologue de ville est vraiment la personne qui va, évoquer le diagnostic, faire les examens et envoyer au centre expert. Ça devient rare maintenant que ce soit vraiment le centre expert qui fasse tous les diagnostics de son centre. Clairement, il y a un adressage, en tout cas, c'est comme ça à Lyon. Je pense que c'est pareil aussi ailleurs, mais les cardiologues de ville et ils sont nombreux là aujourd'hui à nous écouter, se sont largement emparés de ce sujet et vont faire des scintigraphies, vont faire les bilans immunologiques et adresser les patients au centre expert. Donc, il est logique, normal qu'ils continuent à suivre leurs patients. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on apprend tous les ans ensemble à la masterclass et puis tout au long de l'année, puisque c'est une maladie qui est encore mal connue, c'est une maladie émergente dans sa compréhension. Et donc, tous les ans, on se pose de nouvelles questions sur des indications de traitement, que ce soit les glyphosines, que ce soit les anticoagulants, les pacemakers. Enfin, on apprend tout le temps. Et donc, je pense quand même que c'est important que les patients soient vus au moins une fois par an dans un centre expert pour que, justement, l'expert puisse faire descendre les nouveautés qu'on a vues dans l'année. On va avoir un accès précoce aux pâtissierants. Ben voilà, et si c'est un suivi libéral seul, ben, ils n'auront pas accès à ce traitement-là. Donc, il faut quand même qu'on les voit pour justement proposer les nouvelles thérapeutiques, pour se mettre à jour sur les nouveaux traitements, sur les essais thérapeutiques. Évidemment, hein, les anticorps vont être disponibles en essai, mais ça se fait que dans les centres experts. Donc, la place du cardiologue, elle est centrale, le libéral est central. Il fait le diagnostic, il faut qu'il fasse le suivi. Mais je suis pas sûr qu'un suivi exclusif en centre expert soit souhaitable, du fait du volume, mais qu'un suivi en cardiologie libérale exclusif soit non plus souhaitable. Oui, non, mais je crois qu'il y a une très bonne complémentarité entre le cardiologue de ville, on va dire, et le centre expert, hein. Chacun a sa place, clairement, une place très importante. Chacun a sa place. Il y a des questions sur le chat sur est-ce que ces thérapeutiques, que ce soit les stabilisateurs ou les ARN interférents ou les anticorps, ont une même efficacité sur les différents organes, l'atteinte neurologique, l'atteinte cérébrale potentielle? Est-ce qu'il y a des différences éventuelles importantes en fonction de ces types de prise en charge thérapeutique? Pour la question neurologique, donc le pâtissierant et le vutrisiran, clairement, ont un effet sur les atteintes neurologiques dans la neuropathie héréditaire, hein, familiale. Ça a été montré avec les études Helios A et Apollo A. Pour les dépléteurs, moi, j'ai pas vu d'études ou alors sur le nerf. Il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que c'est que des études sur le cœur, hein, pour l'instant, en dépléteur, en tout cas, auquel on a accès. Et pour les stabilisateurs, l'indication est liée à des posologies différentes. Voilà. Sinon, il y a une question aussi alors là, qui est un petit peu différente, c'est que faire devant la découverte fortuite d'un variant TTR, valine 122 isoleucine, qui est fréquent chez les Afro-Caribéens? Est-ce qu'il faut faire un bilan complet d'amylose quand même? Donc, je sais pas si Sylvia veut répondre ou sinon je réponds aussi. Sylvia est là, mais c'est effectivement assez fréquent qu'on ait dans nos pratiques, hein, on est beaucoup contactés pour ça. Je vais laisser Sylvia répondre, mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'exomes ou de NGS cardiomyopathiques qui sont faits, et effectivement la prévalence de cette mutation est de 3,6% chez les sujets afro-caribéens. Donc, si vous faites 100 tests génétiques chez des afro-caribéens, vous aurez 3,6% de forme mutée. Donc, je laisse Sylvia après expliquer qu'est-ce qu'on fait de ça
Et quand est-ce qu'il faut faire un bilan? Parce qu'effectivement, là, le conseil génétique des amyloses est totalement différent de ce qui se passe dans les CMH, et je crois que c'est une très très bonne question. Effectivement, merci pour cette très bonne question à laquelle on est confronté assez régulièrement. La première question des généticiens a longtemps été de savoir s'il fallait la rendre. On trouve un variant pathogène, va avoir des conséquences sur une famille. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important d'informer du coup la personne qui a ce diagnostic de portage génétique. La difficulté est que il va falloir surtout remonter à l'histoire familiale. Donc nous, on voit systématiquement ces patients-là qui n'ont pas forcément l'âge de débuter une amylose cardiaque en lien avec cette anomalie, ce variant pathogène. Donc, on les voit dans le cadre d'un conseil génétique entre cardiologues et généticiens ou conseillers en génétique. Et on essaye dans un premier temps déjà de retracer l'histoire familiale pour voir s'il y a éventuellement eu des apparentés qui ont pu, après 70 ans, développer une forme cardiaque ou pas dans l'histoire familiale. Et après, on informe effectivement le patient qui a encore une fois ce diagnostic de portage génétique du risque qu'il a à développer l'atteinte cardiaque. Et on réalise un bilan à partir du moment où il a l'âge. Donc on fait en général dans les VAL 122 isoleucine un premier bilan autour de l'âge de 50 ans. Et après un suivi comme on pourrait avoir dans une famille avec des apparentés VAL 122 isoleucine pour dépister très précocement le début de la pathologie. Mais avec encore une fois toute la difficulté que quand il s'agit d'un dépistage familial centré autour d'un patient qui a déjà développé des symptômes, on sait à peu près dans cette famille à partir de quel âge les symptômes se sont développés. Là, pour le coup, si on n'a pas d'histoire familiale, c'est d'autant plus difficile. En tout cas, si on diagnostique ce portage génétique chez quelqu'un de 30 ans, on sait qu'il ne sera pas à risque à l'âge de 30 ans de développer une forme cardiaque. Donc en pratique, Sylvia, quand on fait du conseil génétique sur des portes, comment on fait pour diagnostiquer les apparentés? Est-ce que comme dans les CMH, on fait d'abord l'écho, l'IRM et tout ça avant de faire le test génétique? Comment ça s'organise en pratique pour le cardiologue de ville, en fait, qui va avoir non seulement son patient, mais toute la famille? Est-ce qu'il doit commencer le bilan avant de l'envoyer au centre ou... Je pense vraiment que c'est extrêmement compliqué ces questions-là et que ça relève de centres qui sont organisés avec du conseil génétique et des consultations mixtes entre cardiologues et généticiens. À mon avis, ces situations-là spécifiques, il faut les référer rapidement à un centre expert. Je suis pas sûre que le cardiologue de ville ait la possibilité dans tout ce qu'il est à faire d'avoir les connaissances nécessaires pour faire une information, on va dire, génétique, de conseil génétique qui soit adaptée à ces problématiques-là. Mais donc, ouais, si on comprend bien, il n'y a pas besoin de faire les examens. En fait, il faut l'envoyer dans un centre expert pour faire le test génétique, qui là, dans l'amylose TTR, est sûr à 100%, c'est ça. Et donc, on fait les examens que chez les gens qui s'avéreront positifs. Exactement. Et à l'âge auquel ils seront à risque de développer. À risque, voilà, pour pas les inquiéter. Donc, effectivement, c'est une maladie suivant les mutations qui se développent tard, donc il n'y a pas lieu de multiplier les examens inutiles et d'inquiéter les familles. Alors, au MAC, on a vu beaucoup de questions. Alors, MAC avait lieu mercredi, Philippe, sur justement cet impact des tests génétiques. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment protéger les apparentés? J'élargis un peu la discussion, mais on a vu que ça avait remué pas mal dans la salle et que même ton intervention était très juste et a rassuré pas mal de gens à propos justement de comment gérer du point de vue social, assurance, etc. Ces patients porteurs asymptomatiques et de ne pas freiner par des craintes la réalisation de ces tests. Oui, effectivement, certains parfois ont la crainte qu'un bilan que l'on fait chez un apparenté qui se porte très bien pourrait le limiter dans des demandes de prêt ou du point de vue professionnel, etc. Alors, premier élément de réponse, c'est de rappeler vraiment l'intérêt du dépistage, que ce soit dans la mycose ou d'autres maladies, dans les formes génétiques. Plus le dépistage est précoce et mieux on va pouvoir organiser la surveillance et la prise en charge thérapeutique précoce au moment opportun. Et quant aux tests génétiques, il faut pas du tout s'en faire une montagne de ce point de vue-là, puisque
le test génétique est protégé par les textes de loi vis-à-vis de la transmission de l'information éventuelle à des tiers. Et donc, les textes de loi en France protègent. On n'a pas à mentionner un test génétique qu'on aurait fait chez quelqu'un qui va bien, qui est sain, mais qui se révèle porteur de la mutation familiale et qui a un bilan cardiaque qui est tout à fait normal à ce moment-là. Il n'a pas à mentionner son résultat de test génétique à un tiers s'il ne le souhaite pas, une compagnie d'assurance notamment, et donc ça ne va pas l'impacter de ce point de vue-là. Donc, il faut rassurer éventuellement les apparentés qui pourraient avoir un frein en lien avec cet élément-là. Hein, il y a vraiment un intérêt, comme ça a été dit par Sylvia aussi, à organiser, quand il s'agit d'une forme génétique, à organiser la prise en charge, donner la bonne information, qui est à risque, à partir de quand on va faire le suivi, etc. Et le test génétique permet d'optimiser toute cette stratégie familiale. Merci beaucoup. Alors Romain, il y a une question là qui s'élargit beaucoup, c'est que nos cardiologues voient qu'il y a maintenant des dépléteurs dans l'amylose TTR, et donc une question d'un de nos collègues qui rêve, est-ce qu'il y a des dépléteurs dans l'amylose AL? Donc, on a dans l'amylose AL, on va dire dépléteurs, c'est des immunothérapies qui ciblent les dépôts dans les organes dans le but de faire venir les macrophages et d'accélérer la clairance des dépôts. Donc, il y a deux grands médicaments qui sont en cours de développement, assez avancés dans le développement clinique. Il y a le Cavel et le Néod. Il y a eu un premier essai, alors en phase 2, ça a l'air intéressant, mais on a une phase 3 qui est négative. C'est le traitement par immunochimiothérapie avec l'immunothérapie anti du dépôt versus un placebo. Il n'y a pas de différence significative. Il y a peut-être un sous-groupe qui semble bénéficier, c'est les stades 4, j'en ai pas parlé, ceux qui ont un DFLC donc assez élevé à plus de 180 mg par litre. Il y a un nouvel essai qui est en cours. Et il y a un autre également, le KEL, un autre anticorps anti-dépôt qui est en cours de développement, là, en phase 3, auquel on a participé. On n'a pas encore les résultats. Après, il n'y a pas de stabilisateur de la chaîne légère, de médicaments qui stabilisent les chaînes légères dans le sang pour pas qu'elles fassent les oligomères. Mais voilà, donc là, c'est en cours de développement. Ouais, pour compléter, effectivement, les stabilisateurs des chaînes, il y a la personne qui a créé le tafamidis qui travaille dessus aux États-Unis. Alors, ça reste très confidentiel, mais ils évoquent aussi cette possibilité pour un type de chaîne aussi de pouvoir les stabiliser à terme. Alors, on n'est pas très au courant du développement, mais il n'y a pas d'essai encore. Mais ça va peut-être arriver aussi. Une question sur le chat. Est-ce que les différents variants génétiques peuvent être associés à des âges d'apparition différents et modifier les modalités de surveillance ou l'âge de début de la surveillance? Donc oui, il y a des données là-dessus. Donc je sais pas si Sylvia veut. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, on sait qu'il y a 140 variants, donc 140 mutations de TTR qui peuvent occasionner des atteintes amyloïdes, avec certains variants comme la Velmed30 dans la population portugaise qui va donner quasi exclusivement des formes neurologiques, un type de neuropathie en premier temps transitives, puis motrices, et très peu d'atteintes cardiaques pour le coup dans cette population, avec les rares atteintes cardiaques qui sont plutôt d'origine conductive, rythmologique, avec des troubles conductifs qui peuvent survenir à un âge jeune. C'est d'ailleurs la principale cause de mortalité en périopératoire à l'époque où le seul traitement de l'amylose à transthyrétine était la transplantation hépatique. Et puis à l'autre extrême, on a effectivement cette VAL 122 isoleucine dont on a déjà parlé, qui concerne principalement la population ouest africaine et donc la population caribéenne, qui est extrêmement prévalente et qui donne des formes cardiologiques quasiment exclusives, avec très peu de neuropathie périphérique et à un âge plutôt tardif, autour de 70-75 ans. Et entre les deux, il y a plein de variants différents qui peuvent donner très peu d'atteintes neurologiques, beaucoup d'atteintes cardiologiques, ou inversement une forme très mixte avec à la fois une atteinte neurologique et cardiologique. On sait qu'il y a des populations dans lesquelles on trouve plus particulièrement des formes avec des atteintes cardiaques assez précoces. Alors, par exemple, dans la population roumaine, il y a un variant pathogène
qui donne une atteinte cardiaque assez sévère dès l'âge de 40-50 ans. Donc, encore une fois, en cas de diagnostic d'amylose à transthyrétine héréditaire, je pense que c'est très important de faire appel à un centre expert. On a tous chaque année des nouveaux variants qui sont certes décrits dans la littérature, mais dont on ne connaît pas bien l'épidémiologie tant ils sont rares. Et c'est tout à fait le sujet de la RCP nationale de discuter de l'apparition de la description du coup des variants et de se faire une expérience collective, encore une fois, sur ces sujets-là. Mais on adapte effectivement la surveillance aux variants en fonction de ce qui est décrit dans la littérature et de ce qui existe dans la famille en termes de phénotype. Merci beaucoup. Alors, il y a encore, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes. Profitez-en. Et donc, il y a une question, Olivier, sur la place de l'IRM finalement, parce que personne n'en a parlé. Est-ce que l'IRM est un outil pour l'amylose et quand est-ce qu'il faut le faire, la faire? Ouais, c'est une question qui revient régulièrement et qui est tout à fait légitime. L'IRM, c'est l'examen de référence pour explorer le myocarde, donc forcément, elle a une place dans l'amylose. Alors ensuite, c'est comment on la positionne euh, face au principe de réalité, c'est-à-dire avec un accès qui est pas forcément, qui est assez hétérogène sur le territoire et en fonction des centres. Donc, moi, mon discours est de dire que et Sylvia nous l'a montré sur l'extra-clinique, l'électrocardiogramme et le profil échocardiographique. On a souvent suffisamment d'arguments, cette insuffisance cardiaque, ces signes qui nous laissent suspecter l'amylose. Et dans ces cas-là, généralement, on peut directement aller à la scintigraphie et après avoir écarté une gamma-pathie monoclonale, retenir le diagnostic de transthyrétine ou en présence d'une gamma-pathie monoclonale, suspecter une AL et aller plus loin dans la démarche. Et si jamais ce bilan est insuffisant pour prouver l'étiologie d'une cardiomyopathie, là, il me semble que l'IRM est quasiment même obligatoire pour préciser cette cardiopathie qui n'a pas fait la preuve de son étiologie. Donc, en synthèse, moi, c'est un examen que j'utilise pour toute cardiomyopathie qui n'a pas fait la preuve de son étiologie. Et souvent, dans l'amylose, j'ai réussi à faire la preuve de l'étiologie avant d'en arriver à l'IRM. Cela dit, dans les centres où on a l'IRM extrêmement rapidement, pourquoi pas la faire? Elle ne fera que venir suspecter l'impression clinique et souvent paraclinique au travers de l'écho et de la biologie. Mais elle peut être intéressante, notamment pour aller guider des biopsies myocardiques, par exemple. Donc là, ce que tu dis, c'est OK, on suspecte l'amylose, ça veut dire qu'on a déjà la clinique, déjà la HVG, déjà l'écho, les signes extracardiaques. Donc là, on est vraiment dans la suspicion. Mais dans un contexte de CMH, où on n'a pas forcément ça, est-ce qu'il faut faire les tests de scintille gammapathie ou l'IRM? Est-ce qu'il y a un âge? Comment on choisit les examens? Parce qu'évidemment, tout le monde, comme tu l'as dit, n'a pas l'IRM. C'est une bonne question. Je serais un peu mal à l'aise de donner une réponse générique pour tout le monde. On se doute qu'un patient de 20 ans, de 30, 40 ans, on va peut-être pas suspecter l'amylose en premier lieu face à une CMH où on aura plus de chances quand même d'être face à une CMH sarcomérique. Donc, j'ai tendance à croire que quand même l'âge compte. Mais moi, face à une CMH, forcément, je pense à l'amylose, mais je pense aussi à la sarcomérique. Après 50 ans, je vais faire une scintigraphie parce que j'ai un accès rapide à l'examen avec un retour facilement. Et excusez-moi, il y a du bruit. Et avant 50 ans, je vais faire une IRM en premier, par exemple, pour donner une vision schématique des choses. Et pour compléter peut-être les propos d'Olivier, excusez-moi, Ouais. on a fait l'année dernière une enquête nationale auprès de cardiologues experts, cardiologues hospitaliers et cardiologues de ville, et on vous remercie si vous y avez participé. Et ce que cette enquête nationale avait montré, c'était que les délais d'accessibilité en France des cardiologues de ville à l'IRM cardiaque étaient de 8 semaines en moyenne. Celle de la scintigraphie osseuse de 3 semaines et le bilan de gammapathie monoclonale, pour le coup, la plupart d'entre vous avaient les résultats en moins de 15 jours. Donc, je pense que c'est un message fort pour dire qu'encore une fois, le temps d'accéder à une IRM cardiaque ne doit pas faire perdre de temps sur la démarche diagnostique. Et peut-être un autre message important, c'est qu'une IRM cardiaque normale ne doit pas faire exclure le diagnostic d'amylose cardiaque, surtout au stade précoce de la maladie où il n'y a pas encore le rehaussement tardif et les anomalies IRM typiques qui ont surtout été très décrites à un stade tardif de la maladie.
C'était mon discours, à savoir que je pense qu'il faut. J'ai un discours qui dit que j'ai pas besoin de l'IRM, mais on m'a souvent repris et je pense à juste titre. Je pense, c'est comme dans toutes les techniques d'imagerie. Qu'est-ce que je fais du coroscanner? Est-ce que je fais de la perfusion? Est-ce que je fais de l'écho de stress? Ça dépend de l'expertise locale et de l'accessibilité à la technique. Et je pense que ça, véritablement, chaque cardiologue connaît son environnement et connaît l'accessibilité. Là où tu as raison, et c'est majeur, c'est par contre en aucun cas la réalisation d'une IRM ne doit retarder une démarche diagnostique, particulièrement dans un contexte de gammapathie monoclonale où on a un risque d'AL, même si on l'a vu, ça reste rare, mais on a un enjeu pronostic majeur à court terme. Et donc, la réalisation d'une IRM ne doit jamais retarder une démarche diagnostique, particulièrement en cas de suspicion d'AL. Cela dit, ça reste un bon examen et si l'accessibilité est bonne, eh bien, autant y aller pour confirmer l'impression. Ça reste un examen incontournable. Ça reste un examen incontournable dans le bilan d'une CMH qui n'a pas fait sa preuve, comme le test génétique et l'IRM font partie du bilan étiologique important. Et puis peut-être au-delà du bilan étiologique, enfin, je crois que c'est une bonne chose d'avoir une IRM de référence systématique. Et puis au moment où on fait le diagnostic, ça a quand même un petit élément de valeur pronostique qui est pas négligeable. Et donc je pense que même si on doit attendre 8 semaines ou 12 semaines pour avoir une IRM, il faut la faire. Ça n'empêche pas de faire la démarche par ailleurs. Mais tu l'as dit, encore une fois, là, tu la positionnes sur un aspect pronostic. Je suis entièrement d'accord. Et particulièrement avec toutes les thérapeutiques qui arrivent, qui ont été décrites, je crois que ce sera un élément de notre suivi qui sera extrêmement important. Mais sur l'aspect diagnostic, il faut rester vigilant quand même. Je crois que ce qu'Olivier veut citer, c'est le cas de 2 collègues cardiologues qui ont été condamnés juridiquement. Alors, l'histoire est un peu plus compliquée, mais l'amylose AL, ça va très très vite. Et attendre 3 ou 6 mois une IRM dans une amylose AL, le patient, il est mort en fait. Donc effectivement... C'est pour ça qu'il faut séparer ce qui est diagnostic et pronostic. Voilà, du pronostic. Deux choses différentes, mais il ne faut pas se priver. Il faut pas se priver de l'examen. Bien sûr, non, l'examen est plus que nécessaire, mais c'est là le problème, notamment de ces 2 cardiologues condamnés, quoi. C'est une maladie rare, il y a tellement de maladies rares, mais peut-être Olivier, tu peux nous repréciser un peu les choses, mais le pronostic des amyloses AL est redoutable et il faut y penser devant un patient finalement qui a une CMH en insuffisance cardiaque, même s'il est jeune. Olivier ou Sylvia, je vous laisse compléter, mais voilà, une CMH en insuffisance cardiaque chez un patient jeune, c'est très très louche et ça peut être une amylose AL, donc il faut faire vraiment les tests de gammapathie, la scintigraphie, mais qui sera probablement normale, et tout de suite envoyer un centre de référence qui s'occupera de faire l'IRM quoi, sans délai. Olivier, tu veux peut-être raconter cette douloureuse histoire pour le patient et sa famille et pour les cardiologues? Ce sont un cas de patients qui avaient des signes cardiaques, qui étaient des signes d'insuffisance cardiaque, mais aussi des malaises lipothymiques, pour lesquels il y avait une cardiomyopathie qui a été objectivée hypertrophique, avec des mouvements biologiques, troponine et NT-proBNP, et pour lequel n'a pas été le bilan, en fait. Oui, donc le patient du coup est envoyé en psychiatrie, c'est ça, devant les atteintes multisystémiques de l'amylose que Sylvia nous a décrit tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est très riche. Je sais pas si tu peux compléter. Ouais, j'ai vu. Non, oui, le patient en fait présentait des malaises qui ont été rattachés à une origine psychiatrique, étant donné qu'on n'a pas trouvé nécessaire de le rattacher à une origine cardiologique, puisque le patient avait perdu du poids et était étiqueté dépressif. Voilà. Et donc ces malaises, ces lipothymies ont été rattachés à une origine psychiatrique et le patient est décédé en psychiatrie. Et donc, bien sûr, ce qui est reproché au cardiologue, c'est pas de ne pas avoir fait le diagnostic, c'est de ne pas l'avoir adressé à un centre expert. Vous avez vu sûrement ce cas sur Internet, mais c'est vrai que ça nous terrorise toujours, moi, je pense toujours aux patients que j'ai pas diagnostiqué avant de m'intéresser à l'amylose et j'ai toujours peur d'en rater. Mais effectivement, il y a maintenant aussi des contextes qu'il y a suffisamment d'informations pour que le cardiologue soit en première ligne du diagnostic. Alors, il y a encore des questions dans le chat. Il reste juste 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a des contre-indications au tafamidis, Antoine?
C'est une des questions. Non, les contre-indications, il y a pas de contre-indications. Il y a aucune adaptation sur le rein ou sur le foie, enfin, quels que soient les marqueurs biologiques, vu qu'il y a pas d'effet il y a pas d'effet d'organe, en fait, le tafamidis. Le tafamidis, ce sera pareil pour la coramidis, c'est un stabilisateur, sanguin, donc il y a aucun effet ni sur le rein ni sur le cœur, ça va juste stabiliser et empêcher une nouveau dépôt. Donc, aucune contre-indication. La question de la surveillance de l'efficacité biologique ou clinique, ça se fera sur, finalement la stabilité de l'insuffisance cardiaque de votre patient ou de sa cardiopathie. Donc avec, il faut faire effectivement au moins une fois par an, une échographie avec un strain, et vérifier que le strain ne bouge pas. Il faut, doser les biomarqueurs, avec, NT-proBNP-tropo et s'assurer que pareil, ça ne bouge pas. Et bien sûr la clinique. Donc, il y a pas de marqueur biologique qui pourrait nous faire dire qu'il répond ou il répond pas, et c'est la dégradation, comme j'ai pu vous montrer, c'est la dégradation du patient sur les critères cliniques, biologiques et imagerie qui fait dire que le patient évolue et qu'il faut discuter d'un changement thérapeutique. Écoute, il y a encore une question. Est-ce qu'il y a une surveillance de la tolérance clinique et biologique du tafamidis particulière? Question. Non, il y a les intolérances, on peut avoir des cas de diarrhée, importantes, mais qui sont très, très rares, extrêmement rares, c'est moins de 5 des patients vont avoir une intolérance et puis parfois il peut avoir une intolérance pendant les premières, semaines et puis finalement ça va s'amender au fil du temps. Donc c'est quand même très, très bien toléré. Alors dernière question parce qu'il va falloir conclure. Toutes les questions arrivent, mais est-ce qu'il y a des cas de double amylose? Est-ce que c'est possible et comment pas passer à côté finalement? Je sais pas si l'un de vous peut répondre à cette question. Les doubles amyloses à L-ATT1. Ouais, bah, forcément, alors c'est décrit, on en a tous dans les gros centres. Ça reste bien sûr rare, mais cela dit, on ne peut pas se permettre de passer à côté du diagnostic. Donc, quand il y a une amylose à L, ben, généralement, il y a la gammapathie qu'on a décrite associée. Encore faut-il être allé la chercher, notamment au travers des chaînes légères. Et dans ces cas-là, il y a une nécessité de recours aux biopsies. Et donc, on l'a vu, c'est généralement des biopsies extracardiaques, voire des biopsies endomyocardiques. Et dans ces cas-là, souvent, ce qui peut aider quand même, parce que ensuite, il y a des problèmes de spécificité des anticorps pour l'immunomarquage et le recours à l'analyse dite protéomique par spectrométrie de masse permet souvent de confirmer ces diagnostics qui sont difficiles à faire puisque on a un double marquage à l'immunomarquage et donc souvent on est amené à douter de la spécificité. Et donc la protéomique permet souvent de trancher en confirmant la présence des deux protéines, à la fois des chaînes légères et de la transthyrétine. Alors bon, il y a encore des questions qui arrivent, on est vraiment désolé, mais il faut respecter les temps et je pense que vous avez sûrement beaucoup de choses à faire ce samedi avant les vacances de Noël. Donc moi, pour ma part, avant de laisser Philippe Charon, coordonnateur de notre filière cardiogène, conclure, je voulais vraiment vous remercier d'être là et remercier nos orateurs. Vous avez eu d'une qualité exceptionnelle et chaque année, en fait, on se dit qu'est-ce qu'on va faire comme programme, mais on avance et il y a tellement de nouvelles choses, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, vous étiez 988 participants de toute la francophonie, voire même des pays non francophones, puisque par ordre, bien sûr, il y avait la France, l'USA, le Maroc, bonjour à nos amis marocains, l'Allemagne, la Hollande, le Sénégal, l'Irlande, l'Algérie, le Portugal, la Tunisie, l'Inde et l'Iran. Ça doit être les pays principaux, mais ça doit aller bien au-delà. Alors, je pense qu'on peut envoyer des petites réactions parce que je vois que les réactions arrivent, mais c'est un gros succès. Et Philippe, je te laisse conclure. Écoute, je vais me joindre à toi pour remercier tous les orateurs, la qualité des interventions sur un sujet qui mobilise beaucoup et qui suscite l'intérêt, on le voit. Donc, on n'aura pas de difficulté à trouver des thématiques pour la suite de ces Jacques, de ces journées. Donc, bravo et bravo à toi, Thibaut, pour l'impulsion que tu mets dans cette thématique importante. Très bon week-end à tous et très bonne fête